Bienvenue dans Les Voix de la Science, le podcast qui te présente chaque mois le portrait d'une ou d'un scientifique au travers d'interviews rafraîchissantes. Parce que la science est plurielle et l'éducation fondamentale, on plonge ensemble dans un océan de parcours, métiers et profils scientifiques parfois atypiques, en tout cas variés. Je suis Leïla et voici la seconde partie de mon entretien avec Anne-Cécile Dagaeff. Dans cette seconde partie, on va s'intéresser à ton rapport à l'éducation et j'aimerais commencer par la notion de choix. Est-ce que tu as le sentiment d'avoir eu le choix pendant ton parcours scolaire ? Oui, je pense. J'ai pas eu l'impression d'avoir eu des portes fermées ou des difficultés à accéder à ce que je voulais faire. Comme je l'ai dit avant, c'est vrai que j'aimais les sciences et j'aimais la bio, donc je voulais vraiment partir dedans. Après, c'est vrai que j'ai eu la chance de pouvoir intégrer une prépa après le lycée comme je voulais, qui me gardait un maximum de portes ouvertes. J'ai pu aller où je voulais. Donc ça, j'avoue, j'ai eu beaucoup de chance. Et j'étais au bon endroit au bon moment quand il fallait. Bah, t'avais les bonnes compétences aussi, t'avais les compétences qu'il fallait, qui étaient attendues. T'as pas eu le sentiment d'avoir été influencé par ton entourage, tes profs, pour te diriger vers, par exemple, une prépa ou... La prépa, non, parce qu'en fait, mes parents connaissaient pas trop. C'est plus des amis dont les frères et sœurs partaient en prépa qui m'ont fait découvrir ça. Et c'est vrai que ça m'allait bien parce que c'était, comme je disais, assez cadré. Et moi, c'est ce qu'il me fallait. Et c'est dans la continuité du lycée. Hein. La terminale est plus dure que la première. La première année de prépa est beaucoup plus dure que la terminale. Et la deuxième année aussi. Le prépa, c'est encore pire. Ça a permis de tester ma résistance au stress. Donc, c'était plutôt une bonne préparation. Et puis, au pire, si on rate la prépa, on peut toujours aller à la fac, etc. Mais je pense qu'à la fac, j'aurais complètement coulé parce qu'il me fallait vraiment cet environnement assez cadré. Ça m'allait très bien. Après, j'ai certainement été influencée par mes parents. Chez nous, la bio, les sciences, ça nous plaît. Quand on partait en balade, ils nous amenaient voir les cailloux, ils nous expliquaient ce que c'était que les cailloux. C'est vrai que mes parents m'ont beaucoup amené dehors, etc. On a fait des randos, on a regardé les animaux. On avait des élevages d'escargots et de fourmis à la maison. Voilà quoi. Je pense que ça a dû jouer quand même hein, d'être dans ce milieu, d'apprécier, regarder des têtards dans les mares, aller dans le sol, gratter le sol pour voir les vers de terre. Ça stimule la curiosité, le fait d'observer, de vouloir en savoir plus. Et oui, c'est sûr, c'est des bonnes qualités qui ont été développées pendant ton éducation, quoi. Et là, tu parlais de la difficulté croissante en passant les années, donc du lycée en passant la prépa, etc. Comment tu t'es adapté, comment tu as fait face à chaque fois à cette nouvelle marche de difficulté? Je crois qu'on a tellement la tête dans le guidon qu'on s'en rend pas compte. Après, en prépa, on n'a pas le temps de réfléchir à ce qui nous arrive parce que de toute façon, on travaille, on travaille, on travaille. Et si on travaille pas, d'autres travaillent et ils vont prendre notre place au concours. Et là, il y avait une tellement bonne ambiance en fait avec les autres de la classe. Enfin, c'était vraiment on va tous passer quoi. C'était pas des fois on dit que c'est hyper compétitif, que les gens ils veulent pas s'entraider, etc. Alors nous à Dijon c'était vraiment beaucoup d'entraide. Je me souviens avec des amis, on restait tard le soir parce que j'étais nulle en maths. D'autres après de la classe qui arrivaient mieux nous aidaient. Enfin vraiment c'était une super ambiance et j'ai survécu parce que j'étais bonne en bio. Puis les matières aussi qu'ils mettent pas forcément en valeur en prépa, mais le français, les langues, la géographie, j'adorais la géographie. Ben ça m'a aussi sauvée au concours. Et oui, et donc la manière de travailler en prépa, c'était plutôt en groupe, du coup. T'as toujours travaillé en groupe, peut-être même, tu parlais de l'association que tu as créée, donc c'était sous des affaires de mettre les cerveaux ensemble et créer quelque chose, enfin une bonne synergie, quoi, pour aller plus loin. C'est ça. Et vraiment mettre les compétences de chacun, voilà, parce qu'on a tous des domaines où on est meilleur que d'autres, et du coup, de pouvoir mettre en commun toutes nos compétences, ben on va plus loin, quoi. C'est un peu ce qu'on dit, hein. En groupe, on va plus loin. Et c'est vrai que ça marchait bien, et d'avoir cette bonne ambiance en prépa, ça m'a beaucoup aidé aussi, quoi. On parlait des échecs et réussites en première partie. Est-ce que la visée de l'excellence a fait partie de ton parcours? Oui, en fait, c'est mon éducation, j'avoue. Mes parents m'ont toujours dit, tu fais ce que tu veux, on s'en fiche, mais tu donnes le meilleur de toi-même. Et je suis jamais satisfaite de ce que je peux donner. Et je me dis, tu peux toujours faire mieux, tu peux toujours t'améliorer, ça va pas. Ça peut être une qualité, ça peut être un défaut aussi, hein, parce que des fois, je mets tellement la pression que je pars en crise de panique et c'est pas bien non plus. Mais je me dis, allez, si j'essaye de viser le truc à peu près parfait, peut-être que je tomberai pas très très loin, quoi. Enfin, voilà, quoi.
il y aura toujours des erreurs, mais limiter au maximum les erreurs et les trucs pas top. L'excellence, ça peut être une pression qui peut être ressentie. Et donc, pour toi, ça a plutôt été un moteur. Enfin, sauf dans des cas où tu te mettrais trop la pression. Dans ce cas, c'était un frein. Mais sinon, ça a plutôt été moteur d'essayer de Oui, faire c'est mieux, quoi, ça. d'aller loin. Et puis la persévérance aussi, parce que c'est vrai que quand j'ai envie de quelque chose, je me donne vraiment tous les moyens pour l'obtenir. Ouais, il n'y a pas de regret. J'ai donné le meilleur, ouais. Et oui, alors lorsqu'on parle d'éducation, on pense presque aussitôt à l'école. Quels autres éléments ont participé à ton éducation, si tu avais des activités extrascolaires et quelles compétences à développer? Par exemple, tu parlais des randonnées quand tu étais plus jeune qui t'ont permis d'observer et d'aiguiser ta curiosité. Est-ce qu'il y a eu d'autres choses qui ont participé à ton éducation? J'ai fait du patinage sur glace, de la danse sur glace et après du patinage synchronisé. Et c'est vrai que j'ai passé pas mal de temps à la patinoire et ça m'a aidé aussi parce qu'à un moment donné, ils nous ont proposé de faire une formation pour être initiatrice de patinage. Et ça a été un peu mon premier pas, on va dire, dans le monde de la transmission des connaissances. Donc après, je donnais des cours de patin, en fait, surtout aux petits, j'aimais bien. Parce que premier pas dans la transmission des savoirs. Après, j'ai passé mon BAFA, j'ai fait des centres de loisirs. C'est un peu une passion, en fait, de transmettre des savoirs. Enfin, Oui, oui, bah, juste, j'allais y venir. L'éducation, c'est aussi une affaire de partage. Donc, c'est ce que tu as l'air de faire au quotidien. Et quel est pour toi le rôle de cette transmission de savoir? Et est-ce que tu as l'impression que l'intérêt pour la science, il est partagé par beaucoup de personnes? Et est-ce que c'est de plus en plus partagé? pour moi, l'éducation, c'est hyper important. D'ailleurs, quand il y a des régimes un peu totalitaires qui se mettent en place, c'est un des premiers pôles sur lequel ils agissent, c'est supprimer ou faire une éducation spécifique. Enfin, mon père me disait, l'école, c'est la première marche vers la liberté. Et j'ai gardé ça en fait en tête. Parce que, voilà, pour moi, c'est vraiment, si on veut être citoyen éclairé, si on veut pouvoir prendre des décisions, d'avoir des bases solides d'éducation, mais dans tous les domaines, hein, pas juste en sciences, c'est hyper important. C'est vrai que dernièrement, l'éducation en sciences, ça a montré tout son intérêt là, avec la crise de la Covid, parce que du coup, les gens se sont rendus compte que les scientifiques, ils savaient pas tout. Le temps que ça prend aussi, hein, parce que ça prend du temps, ça prend des moyens, et puis des fois on se plante parce que on est persuadé d'avoir trouvé un truc, puis en fait quelqu'un d'autre fait une découverte, et du coup on se dit voilà, si on combine les deux, du coup la théorie change, etc. Quoi. Enfin, c'est comme ça que ça marche. Oui, c'est en constante évolution. La science, il faut toujours remettre en question et pas prendre des choses pour acquises. C'est ça. Donc au bout d'un moment, après, on a, pour certaines théories, on a plein d'exemples. Voilà, il y a plein de chercheurs qui ont répliqué les résultats ou qui ont trouvé d'autres choses, ou qui apportent de l'eau au moulin, mais ça se fait en des dizaines d'années, quoi. Enfin, pour moi, c'est du temps long, quoi. Et sur du temps court, on ne peut pas trouver tout de suite et tout savoir d'un coup, quoi. Enfin, c'est peu probable, on va dire. Les rencontres ont également un rôle important dans l'éducation. Est-ce que quelqu'un en particulier a joué un rôle dans ton parcours, que ce soit un moment précis avec un conseil spécifique par exemple, ou de manière plus diffuse? Il y a eu mes deux profs de SVT au lycée, celle de seconde et de première, qui m'ont appris un début de rigueur et de manière de présenter. Donc ça m'a déjà bien aidé. Après, pour faire de la science, c'est vrai que quand j'ai fait mon stage à Yale, je travaillais avec un postdoc qui m'a vraiment montré comment faire de l'expérimentation, parce qu'avant, au final, je n'avais jamais réellement fait de vraies expériences. Là, j'étais en deuxième année d'école, enfin, entre la deuxième et troisième année d'école d'ingénieur, et c'est vrai que j'avais jamais eu vraiment l'occasion de faire de vraies manips, etc. Et lui, il m'a beaucoup appris sur comment monter l'expérience, comment faire attention à tous les paramètres, parce qu'au final, il y a des petites choses qu'on peut enregistrer tant qu'on fait sa manip et qui nous paraissent pas importantes sur le moment et qui par la suite sont hyper importantes. Donc ça m'a aidé après pour ma thèse. Voilà, et puis surtout, je pense mon stage au Smithsonian où là j'avais aussi un maître de stage qui était fou, il était super. Enfin, il s'appelle Alan Collins et il était trop rigolo, beaucoup d'autodérision lui pour le coup, ça c'est sûr, une manière de travailler vraiment sympa. Et il m'a montré beaucoup de choses du musée. Et c'est vrai que je me suis dit, j'aimerais bien finir ma vie à travailler dans un muséum, quoi. Ça, c'est clair. Soit en tant que recherche, soit en tant que vulgarisatrice, mais ouais, travailler dans un muséum, c'est vraiment là où je veux être au final, quoi. C'est la vie de rêve. Ah ouais, non, mais quand je suis rentrée là, c'était vraiment un coup de foudre pour ce monde des musées, en fait, que je connaissais pas de l'intérieur. Même si on était allé
depuis toute petite, on va, alors à Besançon, ça s'appelle la Citadelle, c'est là où il y a le muséum surnaturel, il y a aussi des animaux, etc. Donc mon père m'y amenait beaucoup, beaucoup. Et c'est vrai que déjà là, j'avais envie de savoir ce qui se passait derrière, parce qu'on voyait un bureau, et je me disais, mais voilà, comment les gens ils font, enfin comment ils travaillent, qu'est-ce qu'ils font de leur vie, est-ce qu'ils font des recherches. En plus, il y avait des araignées au plafond, c'était assez rigolo. Et j'avais envie de voir l'envers du décor. Et c'est vrai qu'au Smithsonian, j'ai vu l'envers du décor. Et je me suis dit, je veux travailler, voilà, derrière là. Je veux travailler Dans les dans les coulisses. coulisses, ouais, exactement. Et du coup, est-ce qu'il y a quelques conseils que tu pourrais donner à quelqu'un qui entame ou qui est en plein dans un parcours scientifique, des choses à se dire pour rester motivé, par exemple? Lâchez pas, ça va être dur, mais lâchez pas. C'est vrai qu'en biologie, c'est pas facile. Il y a pas tout le temps des sous, il y a pas tout le temps, il y a du boulot, mais ouais, il y a pas d'argent en fait. Surtout c'est ça. Après, c'est des métiers passion, j'avoue. Faut pas lâcher. Des fois, c'est dur. Il y a pas forcément de la reconnaissance, mais après, on fait, enfin, on fait pas vraiment ça pour ça. Faut que la reconnaissance, il faut pas l'attendre peut-être de l'extérieur, faut qu'elle vienne de soi, Et quoi. on peut Faut... savoir qu'on a fait du bon boulot et peut-être que bah, aujourd'hui on a changé une petite chose, on a amélioré un espace, on a aidé à mieux comprendre la biodiversité ou juste on a fait sourire quelqu'un. Hein, c'est très bête, mais pendant le premier confinement, je suis partie travailler enfin aider dans un EHPAD. Et juste, je me disais, ben voilà, bon, c'est sûr, la dame, elle se souvient plus de moi le lendemain, hein. Mais au moins pendant 5 minutes, elle a rigolé, quoi. C'est bête. Mais elle a passé, voilà, on a passé 1 heure ensemble, où on a discuté, on a fait des choses. Je leur ai amené des pierres aussi pour leur montrer un peu divers minéraux. Et puis, ben, le lendemain, elle se souvient plus de moi, mais je me dis, bon, ben voilà, pendant 5 minutes, je vais apporter un peu de bonheur à quelqu'un, donc ça, c'est cool. Donc, il faut persévérer, ça va pas être facile. Si vous êtes en thèse, c'est compliqué. Donc il faut et pas hésiter à en parler aussi. Ça permet de prendre du recul sur ce qui se passe mal, on en rigole. Ça permet de respirer, voilà. Des fois aussi juste on est bloqué dans un sujet, on explique ça à quelqu'un d'autre et ça nous permet de sortir. Oui, le fait de devoir verbaliser ce qu'on est en train de faire, ça nous fait ranger nos idées dans notre tête, c'est clair. Ouais, ouais. C'est ça. Et du coup, ça c'est bien aussi. Donc, si vous êtes chercheur, faites de la vulgarisation. Hein. Non, je prêche pour ma paroisse. Là, je fais de la pub. Contactez-moi aussi si vous voulez faire des choses. Mais voilà, ça aide aussi. Enfin, mine de rien, de sortir la tête du guidon, de prendre du recul, et puis ben donner à chaque fois le meilleur de soi-même. Je crois que c'est le meilleur conseil. Cette prise de recul dont tu parles, est-ce que déjà en prépa ou pendant tes études d'ingénieur, tu avais conscience que ça pouvait t'aider à mieux comprendre ce que tu étais en train de faire ou c'est quelque chose qui t'est venu avec l'expérience plutôt? Je crois que j'avais conscience que ça pouvait m'aider, mais peut-être j'étais pas vraiment prête pour tout le temps le faire. Après, enfin, je dis ça, c'est facile, hein, quand on est en pleine période de stress, qu'on a des articles à rendre ou sa thèse à finir et qu'on sait pas comment on va faire ça, ou alors qu'on arrive sur sa dernière année, qu'on n'a pas d'article publié, c'est difficile des fois. Mais c'est vrai que si on est capable de le faire, ça aide beaucoup et c'est pour ça que les autres peuvent nous aider. Enfin, faut surtout pas se renfermer sur soi-même. Maintenant, oui, maintenant je l'applique beaucoup plus, enfin, des choses qui viennent avec le temps. D'accord. Bon, ben, on va terminer sur cette notion d'expérience, de prise de recul. Ben, merci beaucoup d'avoir partagé avec nous ton rapport à l'éducation, ton parcours. Ça donne vraiment envie de faire de la science, de discuter avec des gens qui sont passionnés comme ça et qui sont capables, enfin, qui ont cette envie de transmettre et de communiquer. Est-ce que tu as des réseaux sociaux, des sites internet que tu souhaites partager et sur lesquels on peut te retrouver ou ton travail ou l'association? Alors, on a le site de l'association NOA. Ça s'écrit comment? C'est HONUA. Sinon, j'ai un Instagram de l'association NOA, donc toujours même orthographe, où j'essaye de parler de la nature en ville. Donc en fait, quand je me balade à Toulouse, je prends des photos. Alors c'est toutes les petites bêtes ou les petites plantes que je vois dans Toulouse. Et après, j'en parle et je mets toujours des petites explications sur ce que c'est, une petite anecdote, voilà, comment on l'utilise, d'où ça vient ou pourquoi ça s'appelle comme ça, etc. Ah, c'est super intéressant. Ça donne, enfin, ça veut dire que ouais, en bas de chez soi, on peut déjà observer des trucs rigolos ou intéressants qu'on connaît pas, quoi. Et on passe sûrement devant tous les jours sans s'en rendre compte, donc c'est cool d'ouvrir l'œil. Voilà, exactement. C'est vraiment le but parce qu'on se dit en ville il n'y a pas de nature et en fait il y a plein d'animaux, il y a plein de plantes qu'on peut voir et voilà comme tu dis la petite mousse ça nous intéresse pas puis en fait on se rend compte qu'elle a des propriétés super top. Après il y a bien sûr le site du muséum où il y a les actions du muséum. Voilà, c'est toute mon équipe, hein. C'est c'est tous les gens du muséum et tout ce qu'on fait donc
n'hésitez pas à aller voir aussi. Voilà, il y a des chouettes choses qui se font au muséum, des contes, des spectacles, voilà. Donc Ou les là, on parle expositions. du muséum de Toulouse, mais j'imagine que dans tous les muséums, tous les Oui, sites de France, dans toutes les villes de France, pardon, oui, il y a des oui. choses intéressantes. C'est ça, Ouais. les sites des musées, enfin, on n'y pense pas forcément, mais il y a pas mal de choses à aller voir, surtout pendant le confinement. Là, il y a beaucoup de musées qui ont mis plein de contenu en ligne. Ok, super. Bon, ben, on ira voir les sites des muséums, alors on va apprendre plein de choses. Merci encore à Anne-Cécile Dagaef d'avoir accepté notre invitation et merci à vous d'avoir écouté cet épisode des Voix de la Science. J'espère que vous l'avez apprécié et n'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires et éventuelles questions sur nos réseaux sociaux ou par mail à l'adresse indiquée dans la description de cet épisode. À bientôt dans les Voix de la Science.